Bonsoir, bienvenue à toutes et tous. Nous sommes à 4 jours du second tour des élections législatives et France 3 se mobilise à nouveau pour une soirée spéciale débat. Nous allons nous intéresser ce soir à 3 circonscriptions de notre région dans un contexte politique historique. Certains parlent carrément de crise de régime. En tout cas, depuis quelques semaines, Maxime, c'est tout le paysage politique qui s'est recomposé. Oui, dans notre région, comme ailleurs en France, le Rassemblement national a fait une percée spectaculaire au premier tour. Il a presque multiplié par 3 ses scores de 2022. Et pour la première fois, il sera présent partout au second tour en Pays de la Loire. Il est même en tête dans 9 circonscriptions. La Macronie, elle, a un petit peu mieux résisté chez nous qu'ailleurs dans le pays. Le nouveau Front populaire, la gauche, elle, a fait des bons scores, mais uniquement dans les centres-villes. Et face à ces bouleversements, au retour d'un front républicain, géométrie parfois variable, comment s'y retrouver ? Eh bien, nous allons tenter de vous apporter les clés avec nos débats auxquels participent les candidats dans quelques minutes. Mais d'abord, c'est vous, chers électeurs, chères électrices, à qui nous avons souhaité donner la parole. Quelles sont vos attentes pour ce second tour? On est allé vous tendre le micro à Clisson, à quelques kilomètres au sud de Nantes. Reportage de David Jouya et Vincent Calcani. Vu depuis les halles du 14e, le second tour des législatives, c'est maintenant, c'est demain, c'est dimanche. Reste à connaître ce qui détermine le vote de chacun au moment de choisir son député. Je m'appelle Claire Moreau et je suis aide-soignante en service de réanimation à l'hôpital public. Il y a des convictions pour moi, notamment le droit des femmes et aussi tout ce qui va être le volet social. C'est ce qui est le plus important pour moi. Moi, je m'appelle Thierry Subtil, retraité, et je suis obligé de faire un complément pour ma retraite, alors que j'ai commencé à travailler à 13 ans et demi. C'est difficile de croire en quelque chose, parce qu'aujourd'hui, on nous promet des choses, mais on ne les donne pas. La sécurité, le travail, c'est compliqué. Et les hommes politiques n'ont pas l'air d'être concernés par ce qui nous concerne nous. On a l'impression qu'ils sont sur une autre planète. Alors moi c'est Simon Pavageau, je suis paysagiste et là en ce moment je suis au chômage. Moi je suis de gauche, voilà, donc là on fera barrage. D'accord. Les convictions l'emportent vraiment? Ah oui, les convictions l'emportent là. Je suis Christine, je suis une jeune retraitée de l'éducation nationale et puis vous savez, je fais des petits boulots à droite à gauche en intérim pour avoir un petit peu plus de surplus. Je ne sais pas si que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche, ça marchera, lequel des deux marcheront, je ne sais pas, mais de toute façon il faut quelque chose, il faut un changement. Du pouvoir d'achat, de sécurité pouvoir alors? d'achat, la sécurité, voilà, c'est ça, la sécurité surtout. La sécurité et le pouvoir d'achat. Daniel Boué, donc je suis à Clisson et je suis retraitée de la fonction publique. Je travaillais auprès des handicapés. Il ne faut pas qu'on aille à droite, à gauche. Je trouve que la stabilité, on ne l'a pas. Ce serait bien de gouverner au centre et que tout le monde soit heureux, que tout le monde y retrouve un peu ses idées. Moi, je m'appelle Laurent, je suis ingénieur en informatique, j'ai 44 ans, je suis en couple avec 2 enfants. Je n'irai pas voter pour un candidat, tout simplement pour faire barrage pour un autre, parce que ce ne sont tout simplement pas mes convictions à moi. Donc là, pour les prochaines législatives, j'irai voter blanc. C'est bon. Dernière impression, la défiance parfois exprimée à l'égard des politiques n'est plus synonyme de désertion électorale. Les personnes rencontrées indiquent qu'elles iront voter pour ce qui sera le 7e dimanche d'élection en un peu plus de 2 ans. Voilà, des électeurs un petit peu déboussolés, mais qui croient encore à la politique. Et justement, place au débat à présent avec France Bleu et le Courrier de l'Ouest. Dans 30 minutes, nous irons dans le Maine-et-Loire, dans la circonscription d'Angers-Nord, où le député sortant est un proche de Christophe Béchu. Et puis dans 1 heure, rendez-vous cette fois pour la Loire-Atlantique, une circonscription 100% rurale, en Transny et Châteaubriand, très convoitée, vous le verrez, par le Rassemblement national. On vous retrouve dans un instant, Virginie, mais donc place maintenant à ce premier débat, la Sarthe, panorama des résultats du premier tour. On se retrouve juste après pour ce premier débat. La Sarthe et son mythique circuit automobile à tombeau ouvert vers des horizons bleu marine. Avec un taux de participation impressionnant à plus de 66% lors du premier tour, le Rassemblement national y vire en tête dans 4 circonscriptions sur 5. C'est le cas dans la première, la troisième et la cinquième, où se profilent des duels RN majorité présidentielle. Les candidats arrivés en 3e position sous la bannière du nouveau Front populaire ont décidé de se retirer pour faire barrage. Duel également dans la 2e circonscription, où la députée sortante Marietta Karamanli, aux couleurs du nouveau Front populaire, a une légère avance sur son opposant, le candidat du RN soutenu par Éric Ciotti, François Fèvre. Effet VIP sans doute, la 4e circonscription attire tous les regards.
sur les anciennes terres de François Fillon puis de Stéphane Le Foll. L'opportuniste débarquement de l'aîné des Le Pen a tout du parachutage doré. Marie-Caroline Le Pen, la grande sœur donc, y a raflé dimanche 39,26% des voix. Au second tour, elle aura en face la députée sortante Élise Le Boucher, arrivée deuxième sous la bannière du nouveau Front populaire, avec 13 points de retard. De quoi donner espoir à l'extrême droite, qui avait failli ravir cette circonscription en 2022, de gagner un fief considéré comme une porte d'entrée vers l'Ouest et de faire rentrer une deuxième Le Pen à l'Assemblée. Et voilà donc pour cette photographie politique en Sarthe. Bonsoir Alexandre Chassignon. Bonsoir Maxime. Journaliste à France Bleu Maine, on va animer ensemble ce premier débat sur la 3e circonscription. On se trouve donc là au sud de la Sarthe. Oui, de la Flèche jusqu'à Saint-Calais, c'est presque tout le sud Sarthe qui est couvert par cette circonscription. Elle remonte jusqu'à Mulsanne mais n'entre pas dans le Mans. C'est la seule dans ce cas en Sarthe. Des communes qui sont donc presque toutes périurbaines, rurales, qui ont plutôt tendance à gagner des habitants pour celles qui sont tournées vers le Mans dans ses premières et deuxièmes couronne et plutôt tendance à en perdre au-delà. Et c'est ici que le Rassemblement national a fait dimanche son meilleur score dans toute la région. Oui, plus de 42%, un score doublé, plus que doublé même par rapport à 2022. 7400 voix d'avance sur le candidat du Rassemblement présidentiel pour le Rassemblement national. La candidate Front populaire, 3e, a échoué de peu à pouvoir se maintenir en accueillant 10% des suffrages. Et ce sera donc un duel dimanche et sur notre plateau avec deux candidats. Bonsoir Romain Lemoigne. Bonsoir. Candidat du Rassemblement national. Vous avez 23 ans. Vous habitez depuis peu, je crois, dans le département à Écomois. Vous êtes assistant parlementaire du député européen Rassemblement national Philippe Ollivier. Et vous êtes donc arrivé largement en tête dimanche. Éric Martineau, bonsoir. Vous êtes le député sortant pour la majorité présidentielle et le MoDem. Vous avez 56 ans. Vous êtes arboriculteur bio dans le sud du département. Vous avez été aussi maire de Chenu pendant 2 ans. Et vous avez été élu de justesse en 2022 avec 51% des voix. Déjà face au Rassemblement national, ça faisait, je crois, 700 voix d'écart. Vous êtes aujourd'hui parmi les sièges les plus menacés de la région. Est-ce que vous abordez ce second tour tout de même avec sérénité ? Sérénité, je ne sais pas, mais une chose est sûre, avec conviction et détermination, oui, parce que, comme vous l'avez dit, je suis aussi agriculteur et il y a pire qu'une dissolution de l'Assemblée nationale que lorsque vous prenez une grêle la veille d'une récolte, par exemple, donc je connais. Donc je suis quand même plus confiant. Que ce qui vous attend peut-être dimanche soir. Il faut savoir, j'ai toujours ma ferme, si vous me demandez, je travaille, je connais les difficultés, donc si vous me demandez, non, je suis dans l'adversité, il n'y a aucun problème. Les réserves de voix pour vous, Éric Martineau, elles sont plutôt à gauche. Vous avez déjà, dès dimanche, dès lundi, reçu le soutien de la candidate du nouveau Front populaire. Et puis ce midi, vous étiez à la Flèche. Oui, tout à vous fait. avez reçu le soutien de l'actuel maire et de l'ancien député maire de la ville, tous les deux et des socialistes. conseillers départementaux aussi. Ça, ce sont donc les élus, mais les électeurs, est-ce que vous croyez qu'ils vont suivre ? Eh bien, écoutez, ce matin sur le marché, j'avais plutôt un très bon accueil, il faut être honnête. Les gens me plébiscitent parce qu'ils reconnaissent aussi le travail que j'ai effectué pendant 2 ans. Et je n'ai pas été que maire depuis 2 ans, mais j'ai fait plein de choses dans le conseil municipal depuis 2001. Donc, sur le terrain, on me connaît, on me reconnaît. Et je pense que c'est important. J'espère que les Sartois et les Sartoises reconnaîtront au moins ces 2 années. On parle notamment des électeurs de gauche. La candidate qui arrivait 3e était une candidate insoumise. Tout à fait. La majorité présidentielle a passé son temps, depuis déjà de nombreuses semaines, à taper très fort sur la France insoumise. Sur vous ne m'avez pas entendu là-dessus. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui ? Vous ne m'avez pas entendu taper sur la France insoumise. Ils font partie de l'arc républicain, les insoumis, pour vous ? Oui. Pour vous dire, moi, je travaillais de toute façon avec tous les députés à l'Assemblée nationale. Je peux citer des noms, si vous voulez. Ségolène Amiot, par exemple, dans la Loire-Atlantique. Andy Kerbrat, par exemple, pour lutter contre les discriminations et toutes les discriminations, mais aussi avec les socialistes. Donc les termes du président, extrême, immigrationniste, vous ne les faites pas vôtres ? C'est pas ce que moi je dis. Voilà. Moi, je suis au MoDem, je suis centriste, et nous, on a toujours travaillé avec tout le monde, y compris avec des LR. Je pense à Anne-Laure Blin dans le Maine-et-Loire. Ça veut dire que vous seriez prêt à travailler, comme on l'entend là en ce moment, avec une majorité plurielle, si jamais le Rassemblement national n'a pas de majorité absolue ? Je suis convaincu qu'il faut, pouvoir... de toute façon, il y a un vrai, je ne veux pas dire un cri d'alarme, mais c'est une injonction, moi je le prends comme ça, de nos électeurs, de dire qu'il faut qu'on arrive à travailler ensemble, parce que ce n'est pas d'aller vers des idées extrême droite, qu'on va solutionner le problème. J'en suis convaincu, il faut qu'on travaille ensemble, et ensemble pour notre République, justement.
Romain Lemoyne, sur cet appel aux électeurs de gauche, je crois que vous aussi, vous leur avez tendu la main dès dimanche soir. Vous y croyez vraiment? Est-ce que des électeurs de gauche puissent voter pour vous à la fin de la semaine? Alors oui, tout à fait. Alors d'abord, j'aimerais préciser que les consignes de vote de certaines figures de gauche me paraissent un peu contre nature. En réalité, elles sont souvent décidées à Paris par M. Macron ou d'autres qui décident un peu de manière artificielle de consignes de vote au local. Moi, je vois la maire de la Flèche qui vous a rejoint. Il y a encore quelques jours, elle souhaitait une candidate LFI, maintenant un candidat macroniste. Il y a beaucoup d'électeurs justement sur le marché ce matin qui m'ont dit ça paraît assez bizarre, effectivement, cette tambouille un peu politicienne qui change un peu au gré des jours. Un jour, on soutient LFI, le lendemain un macroniste. Ça me paraît effectivement un peu étrange, pour être honnête. Ensuite... avec qui vous allez travailler? Alors, quelle est votre réserve de voix à vous, si elle ne se situe pas nécessairement à gauche, on l'imagine bien? Alors moi, effectivement, au RN, on le dit souvent, et c'était d'ailleurs un de mes slogans, et ça l'est toujours, de ma campagne, l'union fait la France. L'union des droites, elle est nécessaire, bien sûr, avec tous les électeurs qui soutiennent la ruralité, le retour de la santé dans notre territoire. Mais elle n'est pas suffisante, puisque nous, on considère que tous les patriotes, qu'ils soient de gauche ou de droite, sont les bienvenus. Dans cette circonscription, ce ne sera pas suffisant, l'union de toutes les droites? Moi, je suis pour le rassemblement, c'est le nom de notre étiquette, donc on est évidemment pour fédérer toutes celles et ceux qui veulent que le pouvoir d'achat s'améliore. Typiquement, ça me paraîtrait contre nature que des électeurs de gauche votent pour un candidat qui a soutenu la réforme des retraites, qui est opposé aux mesures du RN en faveur de la baisse de la TVA sur les produits énergétiques. On va y venir à votre programme. D'accord. Vous avez, Romain Lemoyne, 23 ans, vous étiez encore étudiant il y a un an de ça à peu près, si je ne me trompe pas. C'est forcément la première élection à laquelle vous présentez, et puis c'est une élection importante, il s'agit de faire les lois. Est-ce que les gens peuvent quelque part vous faire confiance, puisqu'on ne sait pas ce que vous avez fait, ce pourquoi vous avez voté, vos positions, au-delà des promesses? Pourquoi ils voteraient pour vous? Mais effectivement, la jeunesse, c'est un critère enthousiaste. Moi, je ne vois pas comme quelque chose de négatif, au contraire. Il y a beaucoup d'élus qui ont précisément été élus à cet âge-là, même plus tôt encore. Alors, je ne prétends pas être à son niveau, bien sûr. Notre président, Jordan Bardella, a été élu député européen à 23 ans en 2019. Donc, je ne considère pas que la jeunesse soit un critère négatif. D'ailleurs, c'est un argument même? Oui, pour moi, oui, c'est un argument, parce que ça montre effectivement qu'il faut du neuf, il faut une nouvelle vague, une nouvelle génération politique, j'entends bien, avec toutes celles et ceux qui entendent effectivement redresser la France, qui considèrent que tout ce qu'on vit n'est pas une fatalité, et que la baisse du pouvoir d'achat n'est pas une fatalité. Donc, mais effectivement, c'est un critère positif. Il y a la jeunesse, mais il y a aussi la compétence. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à gouverner? C'est ce qu'on entend beaucoup ces derniers jours. Néanmoins, quand on regarde la fragilité de certains candidats de votre camp, y compris dans notre région, vous avez probablement vu cette candidate en Mayenne, dans la première circonscription, qui ne se dit pas xénophobe car elle a un ophtalmo qui est juif, un dentiste musulman. Sur la troisième circonscription, une candidate condamnée, RN, condamnée à de la prison ferme pour prise d'otage, c'était dans les années 90, sur une secrétaire de mairie. Est-ce que c'est bien sérieux ce casting au Rassemblement national? Vous savez, on a beaucoup de candidats, notamment LR, qui nous ont rejoints, notamment le président du parti Eric Ciotti, beaucoup de figures qui nous rejoignent. Mais sur ces deux candidates en Mayenne, par exemple? Alors effectivement, moi je n'ai pas étudié le sujet, j'ai vu que moi j'ai regardé un petit peu les déclarations, et ce que je constate, c'est que cette affaire n'est pas encore tout à fait claire, que le parti est en train de l'étudier, donc ne vous inquiétez pas, évidemment, tous les candidats et candidates qui oseraient faire le moindre signe négatif seraient évidemment exclus. Est-ce que ça ne vous décrédibilise pas à quelques jours peut-être d'accéder véritablement au pouvoir? Vous savez, il y a plein de partis effectivement qui ont des casseroles, si je puis dire. Même les socialistes. Pas chez nous, pas chez les Modem. Oui, les socialistes et les centristes, si on remonte dans l'histoire, ils ont voté les pleins pouvoirs de Pétain. Donc si vous voulez, si on instrumentalise tout, forcément qu'on peut dans chaque parti trouver des casseroles. Moi, je pense que l'enjeu, c'est de parler effectivement des vrais sujets aujourd'hui, que ce soit le pouvoir d'achat, la sécurité, la santé, la ruralité et la culture. On va y venir dans un instant. Éric Martineau, cette poussée du Rassemblement national dans votre département, qu'est-ce que ça vous fait? Quel sentiment vous aviez dimanche soir? Est-ce qu'il y a une part de responsabilité aussi des députés de la majorité? Mais dès qu'on est élu, on est responsable. Hein. Forcément, on ne va pas se dire qu'on est responsable. On n'est pas des irresponsables. Et on sait écouter aussi cette colère. Il ne suffit pas de mépriser les gens, enfin les citoyens qui ont voté pour le Rassemblement national. Là où je ne suis pas d'accord, c'est les propositions que vous présentez, qui pour moi ne vont pas dans le sens de cette France que moi j'aime, de ce territoire que j'aime. Et quand je vous dis que ça fait une vingtaine d'années, c'est vrai, depuis 2001, que je suis sur des politiques locales. Écoutez, quand je vois... Et depuis des années, le Rassemblement national qui progresse notamment en ça. Voilà, et on ne peut pas dire que ce soit de la faute uniquement du président actuel ou des... Il y a une montée... Alors après qu'on peut expliquer, enfin moi je devine les causes, et pas que deviner, parce qu'on entend... Moi j'avais ma permanence donc à Château-du-Loir, où la porte était ouverte, on pouvait accueillir et aider les gens. Moi j'ai plus de 500 dossiers, certains sont résolus, d'autres sont encore en cours, avec des gens qu'on accompagnait, qu'on aidait. Donc je peux comprendre cette impatience
résilience, cette envie de changement. Ça, justement, si vous êtes réélu dimanche soir, est-ce Oui. que finalement, c'est pas reculer pour mieux sauter avec Pourquoi le Rassemblement national qui sera de manière irrémédiable peut-être au pouvoir dans votre circonscription à terme? Est-ce que vous êtes fait à cette idée-là? Ce serait franchement pour moi une très grande déception, parce que ça voudrait dire qu'on peut céder au populisme, à la démagogie très facilement. Nous aussi, si vous voulez que je vous promette qu'on va vous baisser les impôts, on va vous augmenter les revenus, on va vous faire tout ça, enfin, ok, c'est facile à dire. Par contre, très concrètement, comment on le fait? Moi, c'est ça qui m'intéresse de savoir. Et comment réellement c'est possible de le faire? Et là, ça, à la limite, j'aimerais bien avoir vos réponses. Ça. Alors, tout d'abord, pour revenir sur le macronisme, sur le fait que Macron... J'aime pas ce terme de macronisme, je suis désolé. Je suis au MoDem. J'ai toujours voté librement. J'avais pas de consigne de vote. Vous pouvez regarder, vous allez sur le site de l'Assemblée nationale. Vous n'êtes plus le candidat d'Emmanuel Macron aujourd'hui? Je ne dis pas ça. Moi, je suis loyal. Vous voyez la différence? Mais la loyauté n'exclut pas la liberté. Sur la de vos votes, quand même, bon. On a les votes, effectivement, parce que c'est transparent, et heureusement d'ailleurs, chacun vote ce qu'il souhaite. Tout à fait. Moi, j'ai vu pas mal de votes, notamment nous, on a voté des amendements LFI, hein, on est clair là-dessus, qui allaient dans le bon sens. Hein. Typiquement, il y avait un amendement LFI qui proposait d'interdire, de régionaliser l'assurance chômage. Hein. Ça nous semble de bon sens, effectivement, que partout en France, les allocations chômage soient équitables, soient égales. Et donc vous avez voté contre cet amendement. Donc nous, on considère effectivement que tout ce qui va dans le bon sens, que ça vienne des LFI, des Républicains, ou des socialistes, dès qu'on parle de pouvoir d'achat, évidemment, on le soutient. Et vous disiez effectivement que M. Macron n'est pas responsable de tout, je vous l'accorde, effectivement. C'est le résultat de 40 ans de politique néolibérale injustes qui ont ouvert les frontières à tout va et qui ont fait qu'effectivement, on a ensuite nivelé les salaires vers le bas. Néanmoins, même vos militants le disaient, certains sur le marché ce matin, on n'a pas mis Macron sur l'affiche parce qu'il ne nous sert pas et parce que son bilan est mauvais. Donc même dans vos rangs, certains disent que Macron vous dessert parce qu'effectivement, vous avez... quelle soit votre couleur politique, hein, même si vous êtes MoDem, vous avez soutenu beaucoup de textes de la majorité présidentielle, on l'a regardé, et typiquement, effectivement, l'amendement qu'on proposait pour baisser la TVA sur le carburant notamment, c'est-à-dire redonner 10 à 15 euros de pouvoir d'achat sur un plein de 50 litres, vous l'avez refusé en 2022. Donc effectivement, si vous considérez mais pour un bon motif aussi. Vous oubliez de dire à quoi servent ces taxes sur la TVA, y compris sur les carburants. Parce que vous enlevez de l'argent, vous ne faites pas rentrer de l'argent donc dans les caisses de l'État. On prend sur une niche fiscale, typiquement sur celle des armateurs, des grands énergéticiens, on met en place une taxe sur le super profit. Mais il y a quand même des mesures qu'on a du mal à comprendre. La hausse du gaz, c'était ce lundi, 1er juillet, plus 12% sur la facture des Français. Le RN promet l'annulation de cette hausse. Comment, très concrètement, sachant que ce n'est plus l'État aujourd'hui qui fixe les prix? Comment vous allez faire? Effectivement, Gabriel Attal, lui, il a dit qu'il allait le faire lui-même. Donc c'est que l'État a la main mise dessus. Et nous considère que l'État doit reprendre la main sur le marché, que c'est politique de décider et pas aux grands manias ou effectivement aux grandes entreprises. C'est l'État a décidé de reprendre la main dessus. Et typiquement, pareil, Gabriel Attal a aussi augmenté lui-même les tarifs de l'électricité. Donc il ne faut pas se défausser. Le politique a la main quand il le souhaite. Et effectivement, le pouvoir d'achat, c'est une question de volonté politique et de reprise sur notre... On a quand même voté pour les boucliers tarifaires pour pouvoir sauver nos entreprises et les particuliers. Et ça, vous n'avez pas toujours été au rendez-vous quand il fallait les voter. Il faut quand même être honnête. Hein. Donc vous ne pouvez pas dire qu'on n'a rien fait sur cette politique de l'électricité ou des marchés de l'énergie. Peu de mesures sur le pouvoir d'achat véritablement dans ce programme en 2024. Est-ce que ça veut dire que les caisses sont vides et que ces boucliers tarifaires, l'argent magique, finalement... L'argent magique n'existe pas. A un peu vidé les caisses. Voilà, on vit à crédit, on dépense plus que ce que l'on gagne. Donc d'aujourd'hui, vous êtes comptable de ce bilan-là? Vous faites partie de la majorité sortante. N'oubliez pas aussi l'histoire qu'on vient de vivre quand même. Moi, j'ai été élu en 2022. Depuis, quand même, on a vécu quand même une guerre en Ukraine. On passe derrière une crise Covid et on a quand même aidé, et que ce soit les particuliers, les entreprises. Vous ne pouvez pas dire que l'on n'a rien fait. Sur l'électricité, pourquoi vous ne renégociez pas les règles européennes de l'électricité? Mais ça a été fait. L'Espagne l'a fait. Ça a été fait. Ça n'impacte rien. Non, alors l'Espagne n'est pas reliée à la France comme la France au reste de l'Europe. Pourquoi on ne déroge pas à ces règles-là? Et aujourd'hui, si vous regardez le prix du cours mondial du mégawatt, on est redevenu au prix bien inférieur avant la guerre en Ukraine. Parce que ce que les Français constatent sur leur facture, c'est qu'elle a haussé de 45% en 2 ans. Oui. Donc en réalité, tout le monde sait très bien que la dérogation aux règles européennes, on ne l'a pas fait, on ne l'a pas mise en place. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est effectivement vraiment déroger à ces règles-là, ne pas en sortir, mais déroger des règles du marché européen d'électricité. Aujourd'hui, on permet de baisser les factures de 30%. Au niveau des règles européennes, la France fera ce qu'elle veut avec vos pouvoirs de main. On négociera avec la Commission européenne, mais on est la France, on n'est pas n'importe quel pays, on est un des pays fondateurs de l'Union européenne.
Donc on peut faire entendre notre voix. Il faut assumer effectivement qu'on doit défendre nos intérêts. Les Allemands le font. Et vous le disiez également à Bruxelles quand vous étiez assistant parlementaire, vous teniez ce discours-là également ? Bien sûr, effectivement, quand on est assistant, on est aussi militant, on défend nos idées, qu'on estime bonnes pour le pays et pour les Français. Et bien sûr qu'on s'est engagé à ce sujet pour le défendre. Mais on l'a fait. Et donc sur les règles sur l'énergie. Mais non, mais on a besoin. Pourquoi on avait une hausse du prix de l'énergie ? Pourquoi on avait une hausse du prix de l'énergie là récemment ? C'est dû à notre dépendance à l'étranger. Voilà, parce que au gaz russe. Parce que M. Macron a tergiversé sur le nucléaire. En 2018, il voulait fermer des réacteurs. Non, ça c'est pas vrai. Ça a été fait avant. Il a tergiversé. Ça a été fait avant. Il fallait laisser mourir Fessenheim. Et donc là aujourd'hui, on est reparti parce que tout le monde était contre le nucléaire. Aujourd'hui, on relance avec la construction de 6 réacteurs et 8 dans la foulée. En attendant, il faut des énergies renouvelables. Pourquoi ne pas l'avoir mis en place dès le début ? Pourquoi ne pas avoir dit dès le début on soutient le nucléaire ? Mais parce qu'avant 2020, avant la guerre en Ukraine, il n'y avait pas ces problèmes liés à l'énergie. On pensait qu'on pouvait vivre en paix en Europe. C'est pas la guerre en Ukraine qui l'a. C'est idéologique. Ah non, c'est pas une idéologie. C'est qu'on a coupé le gaz russe et on a eu un vrai souci. Et l'hiver 2022-2023, on ne pensait pas qu'on arriverait à passer l'hiver parce qu'on n'était pas assez productif en électricité, en énergie. Aujourd'hui, on redevient exportateur et le prix de l'électricité a fortement baissé sur la production mondiale. Vous savez très bien que si on est indépendant de notre énergie à 56%. Vous savez très bien que si on négocierait les règles dans notre faveur, que si on aurait soutenu dès 2018, enfin 2017 en l'occurrence, nos centrales, on ne serait pas là et on n'aurait pas toute cette dépendance et ces prix qui augmentent. Et les Français savent très bien qu'effectivement, on va quitter un petit peu le nucléaire et vous n'étiez pas pour le nucléaire à cette période-là non plus. Non, vous avez toujours changé d'avis sur le nucléaire ou pas le nucléaire. C'est faux. Le Rassemblement national ? On a toujours défendu le nucléaire, bien sûr. Ah ouais, et même dès 2018, on vous retrouvez notre position de Marine Le Pen qui critiquait M. Macron en 2018 à ce sujet, parce qu'on ne comprenait pas effectivement pourquoi il voulait supprimer les réacteurs. On va avancer un petit peu dans ce débat. On voulait vous entendre aussi sur la question de l'immigration qui fait partie des enjeux de cette campagne. Certaines personnes, Romain Lemoigne, étrangères ou d'origine étrangère, sont profondément inquiètes aujourd'hui de la possible arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Qu'est-ce que vous leur dites ? Alors là, ce n'est pas le cas de toutes les personnes étrangères, je précise bien. Évidemment, toutes les personnes étrangères ou qui font le processus pour acquérir la nationalité française et qui travaillent sont les bienvenus en France, évidemment. Nous ne sommes pas pour une immigration zéro, nous ne sommes pas xénophobes, contrairement à ce qu'on entend dire. Évidemment que toutes celles et ceux qui travaillent, qui respectent nos mœurs, nos coutumes et nos lois sont les bienvenus en France. Sans discrimination ? Sans discrimination, on n'est pas pour la discrimination. Pourtant, la mesure sur les binationaux a été très critiquée. C'est des postes stratégiques, c'est-à-dire qu'effectivement, si un binational il acquiert à 100% la nationalité française, il ne sera pas refusé de ce poste-là. Donc ça, c'est dans l'administration. Il y a quand même un enjeu sur le terrain au niveau, notamment, par exemple, des emplois agricoles où la main-d'œuvre étrangère est très souvent utilisée. La santé, tout à fait. La santé, qu'est-ce qu'on fait ? Les médecins étrangers, par exemple ? Mais bien sûr, mais on ne va pas refuser par principe, par ethnie ou par origine, les médecins étrangers. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, on est l'exact inverse du racisme. Que le racisme, c'est quoi ? C'est de dire qu'il y aurait des gens différents les uns des autres. Nous, au contraire, on dit que quiconque qui vient en France est capable de s'assimiler, de respecter nos lois, nos mœurs, nos règles, nos valeurs. Et donc, précisément, on dit que si vous voulez aimer la France, vous pouvez l'épouser. Et donc, chacun est capable de le faire. Et c'est pour ça qu'on n'est pas raciste, on est à l'inverse de ça. Et encore une fois, effectivement, sur la santé et sur d'autres métiers, il faut reconnaître effectivement qu'il y a des immigrés qui travaillent. Il y a une submersion migratoire en Sarthe, comme on l'entend à l'échelle nationale dans la voie du Rassemblement national. Je crois que l'INSEE dit 5% d'étrangers dans le département, c'est un des taux les plus faibles de France. Tout à fait. Alors la Sarthe, effectivement, n'est pas le plus concerné, il faut être honnête. Mais ce que je remarque et ce qu'il faut dire, c'est qu'à Bruxelles, les macronistes ont voté le pacte d'immigration, un pacte qui impose, c'est écrit noir sur blanc, la relocalisation, je vais y arriver, de migrants en France et donc dans nos campagnes, donc dans nos villes, sous peine d'amende de 20 000 € par migrant. Donc moi, je ne considère pas que ce soit une bonne chose. Je considère effectivement qu'il peut y avoir de l'immigration choisie, économique, mais que l'immersion n'est pas un projet bon pour le pays. Et effectivement, sur les marchés, beaucoup de Sartois sont inquiets parce qu'effectivement, on n'est pas le département le plus concerné, il faut l'admettre, mais beaucoup sont inquiets par effectivement cette immigration incontrôlée qui peut arriver dans les années à venir. Eric Martineau, sur ce sujet, vous avez pris, vous, la position carrément pour dérégularisation. Il y a quelques mois, quelques mois en septembre, avant la... C'était pour la régularisation des travailleurs sans papier, ce qui est un petit peu différent, mais parce que je suis contre l'hypocrisie. Donc si vous me demandez, aujourd'hui, beaucoup de chefs d'entreprise et d'employeurs viennent vers nous en nous disant, vers les députés, en nous disant, écoutez, moi j'ai un Égyptien qui travaille chez moi, par exemple, en cuisine, j'en ai un qui vient, peu importe les origines des personnes, ce sont des personnes qui ont un titre de séjour, mais qu'il faut pouvoir reconduire parce qu'il y a une durée limitée. Et si vous me demandez, moi, à la limite, ce que j'aimerais bien, c'est que nos étrangers arrêtent de travailler un mois. Vous voyez, juste un mois, ils font grève pendant un mois et la France va s'arrêter. Moi, je suis agriculteur, je vous l'ai dit, je suis producteur de pommes. Quand je vois mon voisin, 480 cueilleurs, 440 étrangers.
Voilà, donc ces gens viennent nous aider, nous supplier de les aider. Comment vous faites pour manger si vous n'avez pas de gens qui vont venir, enfin des étrangers, faire aussi des travaux que les Français ne veulent pas faire. Donc, c'est le cas aussi il faut trouver une solution. En matière de santé, Mais c'est en matière de santé. Là, je me suis battu pour 2 médecins qui arrivent par exemple à Maillé, un à Ivry-le-Paulin. Je suis désolé, ils ne sont pas français. On fait comment avec les binationaux? Vous n'avez pas été très clair sur le sujet. Si, non. Et donc, comment on fait avec ces gens qui vont pouvoir, et dont on a besoin, que ce soit dans les EHPAD, dans les blanchisseries, dans le BTP. Je suis désolé. Je ne dis pas, attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut laisser rentrer tous les étrangers. Parce que regardez, le programme de Meloni en Italie, ça a bien été d'appeler au secours l'Europe pour pouvoir venir. Et là, quand vous parlez du pacte asile-immigration, je suis désolé, il y avait aussi quand même la régulation des frontières. Et ça... C'est faux, c'est très bien que c'est faux. Mais oui, mais alors comment on fait? Alors, est-ce qu'on laisse dans ce cas-là tous les migrants en Italie? Donc, typiquement, nous, ce qu'on dit, c'est que les demandes d'asile doivent être traitées dans les pays d'origine. Concrètement. Mais alors, comment vous savez le pays d'origine? Parce que moi, j'ai le problème avec des gens qui venaient me voir, par exemple, à la permanence. Comment vous savez que la personne en face de vous, étant donné qu'elle n'a pas de papier, quelquefois, comment vous la renvoyez dans son pays? Mais encore une fois, je vous dis d'abord, on traite dans les pays d'origine. Et j'aimerais pays d'origine, lequel pays d'origine? Typiquement, s'il y a des demandeurs d'asile en Syrie, la demande d'asile pendant oui, mais non, c'est pas ça, c'est que le migrant, il arrive en Italie. Parce que là, vous parlez, j'aimerais d'abord, pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, vous disiez effectivement, il y a des Français qui ne veulent pas faire tel travail. Moi, je ne considère pas qu'il faille se résoudre à ça. Je considère que, bien sûr, il faut rendre plus attractifs les métiers, permettre d'augmenter les salaires, typiquement de 10%, ce qu'on propose d'augmenter les salaires jusqu'à 3 SMIC, donc de 10% contre l'exonération des charges. Et nous, d'augmenter les prix, donc les agriculteurs, vous êtes d'accord? Quoi? Vous me dites qu'il faut que j'augmente par exemple les salaires de mes salariés de 10%, donc moi j'augmente mes prix aussi en conséquence. En contrepartie, c'est ça que je pose comme question. En contrepartie, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment faire appliquer la loi Egalim, puisque la contractualisation, c'est-à-dire vraiment basée sur le coût de production et la rémunération de l'agriculteur, en réalité, on sait très bien qu'elle n'est pas complètement appliquée aujourd'hui. On veut maintenir l'avantage fiscal sur le GNR, ce qui n'a pas été toujours le cas. L'Allemagne, vos amis en Allemagne l'ont remis en cause. Nous, on veut effectivement baisser les charges des agriculteurs à laquelle a accédé le gouvernement. Ouais, je crois que là-dessus, sur le respect de la loi Egalim, vous serez pour une fois d'accord. Pas forcément. Pas forcément. Alors, on ne refera pas le débat aujourd'hui sur la crise agricole. On n'a pas le temps parce que cette émission touche bientôt à sa fin. Mais on avait quand même une série de questions sur lesquelles on aimerait vous entendre. Simplement pour ou contre, s'il vous plaît, de manière très rapide. D'abord, faut-il abroger la réforme des retraites? Romain Lemoigne? Oui, tout à fait. Il faut l'abroger et pour faire en sorte que tous celles et ceux qui partent avant 20 ans puissent partir à 60 ans et l'âge pivot leur passer à 62 ans et non plus à 64 ans, comme le prévoit la réforme Macron, qui est non seulement inefficace économiquement, mais en plus injuste socialement. Il faut consolider nos systèmes de retraite par répartition. Nous, au MoDem, on a toujours milité pour la retraite à points. C'est peut-être très technique, mais on a toujours été là-dessus. On n'a pas voté la réforme des retraites, comme vous le dites, et l'affirmez. Je vous dis que moi, je ne l'ai pas voté, d'accord. En plus, je n'étais même pas en France le jour où ça s'est passé. Vérifieront. Oui, ils pourront vérifier qu'il y a eu un 49-3 sur cette réforme des retraites et je ne l'ai pas voté. Tout à fait. Et j'aurais aimé qu'il y ait un débat. Malheureusement, il n'y a pas eu de débat. Ça a duré 2 semaines et pendant 2 semaines, on n'a pas pu en parler. Mais donc 64 ou 62 ou 60 nous, ce qu'on est, c'est pour la liberté individuelle de chacun de partir à l'âge où ils vont. La retraite à points, ça veut dire vous travaillez, vous avez des points, vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de points. Et en fonction de votre nombre de points, quand vous arrivez en bout de carrière, vous pouvez définir, vous choisissez votre âge de départ en retraite, comme on le fait en agriculture. Allez, là, le but du jeu, c'est un pour ou contre, donc on ne va pas relancer le débat sur les retraites. Deuxième question, l'interdiction des véhicules thermiques neufs en 2035. C'est une loi européenne, ça, pour le coup. On revient dessus, bien sûr. Vous revenez dessus, de manière unilatérale. Oui, bien sûr, parce que nous, ce qu'on souhaite, effectivement, c'est permettre aux Français de pouvoir aider à rendre leur véhicule plus propre. Et on avait proposé quelque chose à l'Assemblée là-dessus que vous avez refusé. Donc, contre l'interdiction des véhicules thermiques neufs, on joue le jeu du pour ou contre avec Martineau. Alors, de toute faison, on ne peut plus revenir en arrière aujourd'hui. De toute façon, les fabricants d'automobiles nous le disent bien. Ne revenez surtout pas sur votre... je peux répondre, pardon. Ne revenez surtout pas, parce qu'aujourd'hui, la machine est enclenchée. On sait très bien que le marché de l'automobile va changer dans les prochaines années. Vous n'achèterez peut-être plus votre voiture, vous la louerez peut-être à 100, 150 euros par mois, mais vous n'achèterez plus une voiture, même pas une voiture électrique. 60 000 emplois qui vont disparaître. Le blocage des produits... Renault le dit, 60 000 emplois. Oui. Dernière question, sans doute, le blocage des prix des produits alimentaires, pour ou contre? Nous, on n'est pas pour le blocage, parce qu'on considère que ça peut ensuite alimenter des pressions à l'inflation, donc on n'est pas pour ça. Ensuite, par contre, on est pour l'abrogation de la TVA sur les produits de première nécessité, qui sera mise en place à l'automne. Donc dès l'automne, effectivement, cette TVA sur un panier de 100 produits de première nécessité sera abrogée. C'est les produits de première nécessité abrogés, effectivement.
L'inflation est revenue à un taux complètement normal comme il était avant, voilà, 2,36%. Être pour le blocage des prix, ça veut dire payer moins cher nos agriculteurs et nos producteurs. Donc si on veut tuer l'agriculture, il faut bloquer les prix. Très bien, merci à tous les deux. On va vous redonner la parole pour conclure ce premier débat. Vous avez une carte blanche, 30 secondes chacun pour vous adresser aux électeurs et aux électrices. Le tirage au sort vous a désigné, Romain Lemoigne, comme le premier à conclure ce débat. Vous avez donc 30 secondes. Alors moi, je m'adresse effectivement à tous les électeurs et électrices de la circonscription qui considèrent que le pouvoir d'achat en Berne n'est pas une fatalité, que les hôpitaux qui menacent de fermer ou dont les urgences ferment ponctuellement, même périodiquement, n'est pas une fatalité non plus. Je considère effectivement qu'il faut soutenir notre ruralité, notre modèle de santé, nos territoires ruraux, nos services publics qui peu à peu, pareil, disparaissent. Et voilà, sur tous ces sujets, les macronistes, que ce soit à l'Assemblée ou à Bruxelles, n'ont pas défendu vos préoccupations. Donc moi, j'appelle effectivement à faire l'union et à enfin donner une nouvelle alternance pour la France, pour le Sarthois et pour tout le pays. À votre tour, Éric Martineau, 30 secondes de carte blanche. Alors, Sartois, moi je m'adresse à vous parce que j'aime mon territoire, j'aime mon pays, j'aime la France. Une France ouverte, une France unie. Je sais très bien que si on bascule dans le Rassemblement national comme certains le souhaitent, eh bien écoutez, je suis convaincu que nous aurons des tensions. Ma porte a toujours été ouverte à Château-du-Loir pour vous recevoir, vous accompagner, peu importe vos convictions politiques. Je suis convaincu qu'il faut additionner nos différences pour que ça devienne de vraies forces pour l'avenir. Et je continuerai et j'espère bien que vous me ferez confiance. Et comme je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi. Merci. Merci beaucoup à tous les deux, Éric Martineau, Romain Lemoigne. On vous retrouve donc dimanche soir pour la grande soirée électorale. Merci Alexandre Chassignon d'avoir animé ce premier débat avec moi. On part tout de suite dans le Maine-et-Loire avec Virginie Charbonneau pour un débat sur la première circonscription, celle d'Angers-Nord. Mais d'abord, les enseignements du scrutin du premier tour dans le Maine-et-Loire, c'est avec Vincent Rénal. À tout à l'heure.